Quand j'ai rencontré la fiancée de mon fils, elle a éclaté de rire à ma face. Au moins, vous n'aurez pas besoin d'un masque pour Halloween. Vous faites déjà suffisamment peur comme ça. Cette plaisanterie blessante m'a frappé comme une trahison venant de quelqu'un proche de moi. Mais quand ses parents m'ont reconnu, ils ont fondu en larmes et ont murmuré « Est-ce vraiment vous ?» Son monde s'est retourné. J'ai vérifié le rôti une dernière fois, pressant mon doigt contre la croûte. Parfait. Les pommes de terre avaient cette couleur dorée que ma défunte femme Maria réussissait toujours. Les haricots verts reposaient dans le plat de service hérité de ma mère. 62 ans de vie m'avaient appris que les premières impressions comptaient. Je voulais que la fiancée de Daniel voie que son beau-père savait mettre une table correctement. La salle à manger avait fière allure. J'avais ciré la table en acajou ce matin-là, repositionné les chaises et même sorti des serviettes en tissu plutôt qu'en papier. Valéria, c'était son prénom. Daniel la fréquentait depuis 4 mois. Il en parlait avec un enthousiasme que je n'avais plus entendu dans sa voix depuis son divorce, 3 ans plus tôt. Je voulais que ça marche. Je voulais le voir heureux. Je voulais accueillir quiconque lui faisait arborer ce sourire. La sonnette a retenti à 18 heures pile. J'ai lissé ma chemise, marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte avec ce que j'espérais être un sourire chaleureux et paternel. Au moins, vous n'aurez pas besoin d'un masque pour Halloween. Vous faites déjà suffisamment peur comme ça. Les mots de Valéria m'ont refroidi d'un coup. Elle se tenait là, souriante avec suffisance, les cheveux blonds relevés, vêtue de tenues qui coûtaient probablement plus que ma pension mensuelle. Daniel était à ses côtés et, au lieu de la reprendre, au lieu de dire quelque chose, il a laissé échapper un rire nerveux qui m'a retourné l'estomac. Mon sourire s'est figé. Entrez. Le dîner est prêt. Valéria est passée devant moi, les yeux déjà en train de tout scanner. Elle a effleuré le cadre de la porte, jeté un coup d'œil au porte-manteau, examiné le coin du salon visible depuis l'entrée. Son regard se déplaçait comme celui d'un estimateur. Calculant, jugeant. Daniel la suivait. Il m'a donné une tape rapide dans le dos qui ressemblait davantage à des excuses qu'à un salut. Dans la salle à manger, j'ai approché les chaises. Valéria s'est assise, a regardé la table dressée, puis les murs. « Daniel m'a dit que vous avez vécu ici toute votre vie », a-t-elle dit en passant le doigt sur le bord de la table. « Les meubles le prouvent certainement. Avez-vous déjà pensé à moderniser ?» J'ai posé le rôti sur la table avec soin. J'aime ma maison telle qu'elle est. Bien sûr que oui. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Daniel a toussé. Papa a toujours été sentimental avec cet endroit, n'est-ce pas, papa? J'ai découpé le rôti, déposé des tranches dans leurs assiettes. Valéria a légèrement écarté la sienne avant même d'y avoir goûté. Un petit geste qu'elle était censée croire que je ne remarquerais pas. Mais je l'ai remarqué. Désormais, je remarquais tout. « Alors, Arturo, » a dit Valéria, en prenant sa fourchette comme si elle pouvait être contaminée. « Vous êtes à la retraite maintenant. Comment occupez-vous votre temps ?»« Je reste occupée, c'est sûr. » Elle a pris une toute petite bouchée, mâchée lentement. « Vous devez vous sentir seule dans une si grande maison. Avez-vous pensé à déménager dans un endroit plus petit? Entretenir cet endroit doit coûter une fortune. » Daniel s'est penché vers elle, choisissant physiquement son camp sans s'en rendre compte. Je me suis assis en bout de ma propre table, les regardant former un front uni face à moi. « La maison est payée, » ai-je dit, « et l'entretien est gérable. » Valéria a reposé sa fourchette. Tout de même, 4 chambres pour une seule personne. Le quartier aussi était plus agréable autrefois. D'après ce que me dit Daniel, la valeur des propriétés a changé. Quelque chose dans son ton m'a rendu très immobile. Elle ne conversait pas, elle calculait. « Le quartier va bien, » ai-je répondu. « Bien sûr, bien sûr. » Elle a touché le bras de Daniel, ce petit geste possessif. Daniel et moi discutions des options après le mariage. Ça semblerait bête de louer alors qu'il y a tant d'espace inutilisé ici. On pourrait vraiment redonner vie à cet endroit. Voilà la vraie raison de ce dîner. Elle n'était pas là pour faire ma connaissance. Elle était là pour revendiquer son territoire. J'ai regardé Daniel. Il n'a pas soutenu mon regard. « C'est ma maison, » ai-je dit doucement. Le sourire de Valéria s'est élargi. « Bien sûr que oui, pour l'instant. » Le silence qui a suivi ressemblait à celui qu'on éprouve au bord de quelque chose de dangereux.
Je sentais mes mains vouloir trembler. La colère montait derrière mes côtes. Mais j'avais passé 30 ans à entrer dans des bâtiments en flammes, en gardant mon calme. Je savais me contrôler. Je me suis levé. Merci à vous deux d'être venus. Je crois que nous en avons terminé pour ce soir. La tête de Daniel s'est relevée d'un coup. Papa, on vient à peine d'arriver. J'ai dit que nous en avions terminé. L'expression de Valeria a changé. L'irritation a brillé sur son visage avant qu'elle ne la dissimule. Elle s'est levée, a récupéré son sac avec des gestes délibérés. Eh bien, je suppose qu'on sait maintenant où on en est. Daniel nous regardait tour à tour, déconcerté, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi son père mettait fin à la soirée, comme s'il n'avait pas entendu chaque insulte que sa fiancée avait lancée, comme s'il ne s'était pas ri quand elle m'avait traité d'effrayant. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. L'air frais de ce soir de mars me caressait le visage. Valeria est sortie la première, ses talons résonnant sur le porche. Daniel a hésité. « Papa ? Bonne nuit. » Ils sont partis. J'ai fermé la porte, mis le verrou et me suis retrouvé dans le silence soudain de ma maison. Mes mains tremblaient. Je les ai laissées trembler. Dans la cuisine, le dîner que j'avais passé des heures à préparer refroidissait sur la table. L'assiette de Valeria était encore pleine, repoussée comme des déchets. J'ai débarrassé lentement, raclant sa nourriture à peine touchée dans la poubelle. J'ai lavé chaque assiette avec des gestes précis et maîtrisés. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Cette femme était entrée chez moi et avait catalogué tout ce que je possédais, comme si elle planifiait déjà où accrocher ses tableaux. Et mon fils ? Mon fils était resté assis là à la laisser faire. J'ai séché la dernière assiette, l'ai rangée, éteint la lumière de la cuisine. Je suis resté dans l'obscurité de mon salon, trop en colère pour dormir, repassant chaque moment en boucle. Son sourire moqueur, le rire faible de Daniel, sa mention désinvolte de « espace inutilisé », comme si je n'étais qu'un obstacle gênant entre elle et ma propriété. La colère s'est cristallisée en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Une compréhension. Cette femme ne voyait pas une personne quand elle me regardait. Elle voyait un actif à acquérir. Je ne suis jamais allé me coucher cette nuit-là. Je me suis assis dans mon fauteuil dans le noir, regardant les réverbères peindre des ombres au plafond, entendant la voix de Valeria en boucle. « Au moins, vous n'aurez pas besoin d'un masque pour Halloween. » Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Daniel, ce rire nerveux, la façon dont il s'était penché vers elle plutôt que de me défendre. Quand la lumière de l'aube a filtré à travers les rideaux, j'avais repassé la soirée des dizaines de fois. Chaque répétition rendait les choses plus claires. Tout ça ne concernait pas la famille, c'était de l'immobilier. Le téléphone a sonné à 8h30. J'ai regardé l'identifiant d'appel. Daniel. J'ai décroché. Oui. Tu nous as mis dans l'embarras hier soir. Sa voix était tendue, accusatrice. Valeria essayait de se rapprocher de toi et tu t'es simplement fermé. Quel est ton problème ? Mon problème, c'est d'être insulté chez moi. Elle plaisantait. Tu es trop sensible, tu dois t'excuser. Quelque chose dans ma poitrine est devenu silencieux et froid. Non, je ne le dois pas. Bien. Il avait la voix d'un adolescent boudeur. Ne t'attends pas à avoir de nos nouvelles pendant un moment. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé mes mains, fermes maintenant. Le tremblement de la nuit avait brûlé, laissant derrière lui quelque chose de plus dur. La semaine qui a suivi s'est sentie étrange. J'ai maintenu ma routine. Marche matinale, course le mardi, café au bistrot le jeudi. Mais l'absence de Daniel était présente dans tout ce que je faisais. Je suis passé devant son appartement 2 fois en voiture. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas appelé. Je passais juste, regardant les fenêtres, me demandant si Valeria était là-dedans, à planifier son prochain coup. Le soir, je m'asseyais devant mon ordinateur à lire les lois successorales de l'État, la planification patrimoniale, les droits de propriété. La lumière de l'écran me faisait mal aux yeux, mais je continuais à lire, à prendre des notes de mon écriture soignée, à surligner des passages sur la protection contre les réclamations familiales. J'apprenais les règles d'un jeu que j'ignorais être en train de jouer. 7 jours après ce premier appel,
Daniel a rappelé. Un ton différent cette fois. Excité, pressé. Papa, j'ai une grande nouvelle. Valéria et moi sommes fiancés. Le mariage est en juillet. J'ai maîtrisé ma réponse. C'est rapide. Quand on le sait, on le sait. Il avait l'air tellement heureux, tellement convaincu. Et on a discuté de la logistique. Ta maison aurait beaucoup de sens pour nous. Voilà que ça recommençait. Ma maison, leur logistique. De quoi tu parles? Ai-je demandé. Je savais déjà. Tu as tout cet espace et tu es seul là-dedans. 4 chambres vides. On t'aiderait, en réalité. Valéria regarde déjà des couleurs de peinture pour les chambres d'amis. Ce ne sont pas des chambres d'amis, ai-je dit. C'est ma maison. Ne sois pas égoïste, papa. Il est temps de penser à la famille. La famille. Le mot avait un goût amer. Permettons-moi d'être clair, Daniel. Valéria et toi n'emménagerez pas chez moi. Ni maintenant, ni après le mariage. Jamais. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté là, à tenir le téléphone silencieux, sentant quelque chose changer en moi. Je n'étais plus blessé. J'en avais fini d'être sur la défensive. Ils voulaient jouer aux échecs avec ma vie. Très bien, mais ils avaient choisi le mauvais adversaire. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile. J'ai ouvert le classeur. L'acte de propriété. L'Ancien Testament. Relevé bancaire. Information sur la pension. J'ai tout étalé sur le bureau pour faire l'inventaire. Tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tout ce que j'avais construit en 30 ans à ramper dans la fumée et à sortir des gens de bâtiments en flammes. Tout ce qu'ils pensaient pouvoir simplement revendiquer parce que j'étais vieux, seul et supposément trop faible pour riposter. J'ai saisi le téléphone et appelé un service de notariat. J'ai besoin que quelqu'un vienne chez moi. Documents successoraux. Oui, dès que possible. Elle est arrivée 2 jours plus tard, une femme professionnelle d'une 40aine d'années avec une mallette en cuir. J'avais passé ces 2 jours à rédiger, à me documenter, à me préparer. Nous nous sommes assis à ma table de salle à manger, la même surface où Valéria m'avait insulté, et j'ai signé de nouveaux documents. Chaque signature se sentait comme tracer une ligne dans le sable. Ces modifications signifient que votre patrimoine sera géré conformément à ces termes spécifiques, indépendamment de toute attente familiale, a dit la notaire en passant les papiers en revue. Vous êtes certain? Je suis certain. Où est-ce que je signe? Après son départ, je me suis assis à mon bureau avec un nouveau carnet. J'ai noté tout ce que je savais. Le passé de Valéria, rien encore, mais j'allais me renseigner. Les finances de Daniel, probablement serrées, d'où leur empressement à emménager chez moi. Les lois sur la propriété, étudiées. Les modifications du testament, effectuées. J'ai barré les options qui ne fonctionneraient pas. J'ai encerclé les stratégies qui méritaient d'être poursuivies. Quand j'ai fermé le carnet, le soleil de l'après-midi entrait obliquement par les fenêtres. Mon reflet dans l'écran éteint de l'ordinateur me semblait différent. Plus dur, plus calme. Je n'étais plus l'hôte déconcerté qui cherchait à plaire à la fiancée de son fils. Je n'étais plus le père qui espérait désespérément que Daniel prenne sa défense. J'étais un homme qui avait passé sa vie à évaluer des menaces, à élaborer des stratégies et à exécuter des plans sous pression. J'avais sorti des gens de bâtiments en flammes. J'avais pris des décisions de vie ou de mort en quelques secondes. J'avais survécu à des situations qui auraient brisé des hommes plus faibles. Valéria pensait pouvoir entrer chez moi, m'insulter et s'emparer de ce qui m'appartenait. Elle pensait que je plierais parce que j'étais vieux, parce que j'étais seul, parce qu'elle avait convaincu mon fils de choisir son camp. Elle avait tort. J'ai rouvert le carnet. J'ai commencé à noter de vrais plans cette fois, calendrier et plans de contingence. Il voulait la guerre, il l'aurait, mais elle se jouerait selon mes règles, et ils ne la verront pas venir avant qu'il soit trop tard. Le téléphone a sonné. Daniel encore. Je n'ai pas décroché. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. Sa voix étouffée par le haut-parleur semblait frustrée. « Papa, il faut qu'on parle de ça. Tu es déraisonnable. Rappelle-moi. » J'ai effacé le message sans écouter la suite. Il n'y avait plus rien à discuter. Ils avaient fait leur mouvement. Maintenant, je ferai le mien. 3 semaines ont passé dans un silence calculé.
J'ai entretenu ma routine. Travaillé dans le garage à ranger des outils que j'avais déjà rangés 2 fois. Répondu aux appels d'anciens collègues, mais pas à ceux de Daniel. Son silence me semblait délibéré, comme s'il se regroupait. Je savais ce qui allait suivre. Les gens comme Valéria ne renoncent pas. Ils ajustent leur tactique. La sonnette a retenti un mardi après-midi, alors que je remplaçais une charnière à mon établi. Je me suis essuyé les mains, j'ai traversé la maison et j'ai aperçu Daniel par la fenêtre de devant. Seul, posture nerveuse, se balançant d'un pied sur l'autre. J'ai ouvert la porte. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. « Et toi, tu refuses de dégager de la valeur sur ta maison parce que ta fiancée est habituée à un certain style de vie. » Son visage s'est empourpré. « C'est injuste. Valéria veut vraiment faire partie de cette famille. Elle planifie déjà notre avenir ici. Elle a trouvé cette géniale décoratrice spécialisée dans la modernisation des vieilles maisons en conservant leur caractère. Elle pense à long terme, papa. Elle pense à... » Je me suis levé. Moderniser ma maison pendant que j'y vis encore. Daniel s'est figé. Il en avait trop dit, et il le savait. Elle regardait juste vers l'avenir. Il bégayait. Elle faisait des projets pour quand? Je veux dire, éventuellement? Éventuellement, je mourrai et elle redécorera. Je me suis dirigé vers le tiroir du bureau. J'en ai sorti le dossier que j'avais préparé des semaines plus tôt et l'ai posé sur la table basse entre nous. Puisqu'on parle de mes biens, tu devrais savoir que j'ai révisé mon plan successoral. Il a fixé le dossier comme s'il pouvait le mordre. Quand je mourrai, cette maison sera vendue. Les bénéfices iront au fonds de bienfaisance des pompiers de la ville. Son visage est devenu blanc. Tu me déshérites. Je m'assure que ma propriété serve des gens qui respectent ce qu'elle représente. Des gens qui comprennent ce que ça a coûté de la mériter. C'est de la folie. Sa voix s'est brisée. Tu fais ça parce que tu n'aimes pas Valéria, parce qu'elle t'a fait mauvaise impression. Je fais ça parce qu'elle m'a montré exactement qui elle est et que tu es trop occupé à la défendre pour le voir. Daniel a saisi le dossier, l'a ouvert d'un coup. Papiers officiels, sceaux notariaux, informations sur la fondation. Ses mains tremblaient. « Elle avait raison sur toi », a-t-il dit à voix basse. « Elle disait que tu ne l'accepterais jamais, que tu trouverais des moyens de nous punir. » Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte. « Cette conversation est terminée. Et vous n'allez pas emménager ? Ne sois pas comme ça. Pense-y concrètement. 4 chambres. Juste toi qui tournes en rond. On aiderait avec les charges. On te tiendrait compagnie. » Daniel, la réponse est non. Son ton a changé. La frustration transparaissait à travers la joie répétée. « Tu sais quel est ton problème ? Tu es égoïste. Tu préfères t'asseoir seul dans cette grande maison plutôt qu'aider ton propre fils. Tu veux me voir heureux, oui ou non ? Je veux te voir heureux avec quelqu'un qui n'essaie pas de me voler ma maison. » Voler ? On essaie de construire une famille. Mais tu es tellement enfermé dans tes habitudes, tellement aigri par ta solitude, que tu ne peux pas le voir. Bruit de fond. Puis la voix de Valéria, aiguë et proche. Elle avait saisi le téléphone. Vieux ingrat. Elle criait maintenant. Toute façade disparue. On a essayé d'être gentil. On a essayé de t'inclure et tu nous repousses. Tu te mets en travers de notre avenir parce que tu es amer et seul et que tu ne supportes pas de voir les autres être heureux. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Sa voix arrivait métallique et déformée. La rage rendait ses mots acérés et laids. Rien à voir avec la femme qui s'était excusée dans ce restaurant, qui avait apporté des courses et souri et joué à l'humilité. « Cette conversation est terminée », ai-je dit calmement. « On verra ça. » J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Ma tartine avait refroidi. Je n'avais plus faim. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Plus lourd, plus chargé. 3 jours ont passé sans appel, sans visite. J'ai maintenu mes routines, mais la tension s'est installée dans ma poitrine comme la pression avant un orage. Puis le courrier est arrivé. Parmi les factures et la publicité se trouvait une enveloppe professionnelle. Groupe immobilier de la ville. Je l'ai ouverte debout au comptoir de ma cuisine. Soigné mon petit potager. Pris le café au bistrot avec Louis, celui d'en face.
Je me faisais à l'idée que ma relation avec Daniel était peut-être brisée de façon permanente. Ça faisait moins mal que prévu. Peut-être que je m'y étais préparé plus longtemps que je ne le croyais. Le téléphone a sonné un mardi après-midi. Numéro de Daniel. J'ai failli ne pas décrocher. « Papa », sa voix semblait épuisée. « Je sais que tu es en colère. Je sais que Valéria a dépassé les limites. Mais le mariage est dans 3 semaines et je ne peux pas me marier avec cette tension. » Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé remplir le silence. Les parents de Valéria, Thomas et Diana, ce sont de bonnes personnes. Peut-être que si on se réunissait tous, on pourrait trouver une forme de compréhension. Un dîner de plus, s'il te plaît. Si ça se passe, ce sera dans un restaurant, j'ai dit. Un terrain neutre. Venir chez toi aurait plus de poids. Ça montrerait que tu es prêt à accueillir sa famille dans ton espace. S'il te plaît, papa, laisse-les voir qui tu es vraiment. J'y ai réfléchi. J'ai pesé le risque d'un nouveau désastre contre la mince possibilité de rejoindre Daniel une dernière fois avant que ce mariage ne le verrouille définitivement. Je ferai ce dîner, ai-je finalement dit. Mais comprends-le, c'est la dernière tentative. Plus de négociations, plus d'opportunités. Après samedi, nous saurons tous les deux où nous en sommes. Je comprends. Le soulagement inondait sa voix. Merci de nous donner ça. Ne me remercie pas encore. La vérité a une façon d'émerger lors de ces réunions. Nous avons convenu du samedi soir, 18h. Daniel amènerait Valéria. Ses parents arriveraient séparément. 6 personnes, une table. Et ce qui en résulterait. Après avoir raccroché, j'ai parcouru ma maison en la regardant avec des yeux neufs. Non seulement mon espace, mais le théâtre de ce qui allait se passer. La salle à manger où Valéria m'avait insulté pour la première fois. Le salon où j'avais refusé de financer leur mariage. La cuisine où j'avais reçu la lettre de l'agence immobilière. Chaque pièce racontait une partie de cette histoire. Les jours suivants ont été consacrés aux préparatifs. J'ai nettoyé les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent, laissant la lumière estivale inonder chaque pièce. Rien à cacher. J'ai ciré la table du dîner, cette même surface en acajou où tant de choses s'étaient déjà passées. Sorti la belle vaisselle, dressé 6 couverts. Planifié un menu ni extravagant ni simple. Poulet rôti, légumes assaisonnés, pain frais. Une cuisine qui parlait de soins et de compétences. Daniel a appelé 2 fois pour des détails. Restrictions alimentaires? Aucune. Heure d'arrivée? 18h. Quoi apporter? Rien. Seulement eux-mêmes. Valéria dit que ses parents sont faciles à vivre, m'a-t-il dit. Ils apprécieront l'effort. On verra ce qu'ils apprécient, ai-je pensé. Le vendredi soir, j'ai taillé les haies de devant, tendu la pelouse, rendu la maison accueillante, même si je n'étais pas sûr de me sentir moi-même accueillant. Mais les apparences comptaient. Si ce dîner tournait mal, ce ne serait pas par manque d'effort de ma part. Le samedi matin, je me suis réveillé à 5h30. Je n'ai pas pu dormir davantage. Je me suis habillé avec soin, pantalon chino repassé, chemise boutonnée. Rien de luxueux, mais digne. J'ai commencé à préparer le repas tôt. Le poulet est allé au four à 16h. Légumes préparés et prêts. Pain qui chauffait. Tout minuté pour être parfait à 18h. À 17h, la maison sentait comme doit sentir un vrai repas. Chaud, accueillant, fait maison. J'ai vérifié la salle à manger une dernière fois. 6 couverts prêts, serviettes pliées, verre d'eau en place. Vin prêt au cas où quelqu'un en voudrait. Je me suis arrêté dans cette salle à manger, les mains dans les poches, regardant la table dressée. 6 chaises. 6 personnes qui seraient assises là dans 1 heure. Chacune avec sa propre agenda, sa propre version de ce qui devrait se passer. Daniel voulait la paix. Valéria voulait ma propriété, et Daniel convaincu que son père était le problème. Les parents de Valéria étaient des inconnus. Daniel disait que c'était de bonnes personnes, mais il avait aussi dit que Valéria était merveilleuse quand il l'avait rencontrée. Et moi, je voulais la vérité. Je voulais que mon fils voie clairement avec qui il se mariait. Je voulais que cette situation soit résolue, d'une façon ou d'une autre. Le soleil du soir entrait par les fenêtres en biais, faisant briller la table cirée. Tout était prêt. Nourriture en train de cuire, table dressée, maison propre, moi habillé et préparé.
Je me suis assis dans mon fauteuil, le même fauteuil où j'étais resté sans dormir après ce premier dîner désastreux. J'ai joint les mains, respiré lentement. J'avais passé 30 ans à entrer dans des bâtiments en flammes. J'avais appris tôt que la peur n'aidait pas, que la panique tuait, qu'il fallait évaluer la situation, faire son plan, l'exécuter avec un calme précis, rester prêt à tout. Ce n'était pas différent. Ma montre marquait 17h45. Je me suis levé, suis allé à la cuisine et vérifié le poulet une dernière fois. Parfait. J'ai éteint le four, laissé reposer, me suis déplacé vers la fenêtre de devant, regardant la rue encore vide. Le soleil couchant peignait tout en doré. Ma pelouse, mes haies, ma maison, le foyer pour lequel j'avais travaillé 30 ans, entretenu pendant 3 décennies depuis, protégé avec chaque outil juridique que j'avais pu trouver. Ce soir allait changer quelque chose de fondamental. Soit Daniel verrait enfin ce que j'avais essayé de lui montrer, soit on en finirait avec ce qui restait de notre relation, soit les parents de Valeria révéleraient quelque chose d'utile, soit ce seraient d'autres personnes que je devrais tenir à distance. Dans tous les cas, quand tout le monde serait parti ce soir, nous saurions tous exactement où nous en étions. Je suis retourné à mon fauteuil. Je me suis assis en silence. Mains jointes. Respiration régulière. Prêt. Les phares d'une voiture ont balayé ma fenêtre de devant à 17h40. J'ai vérifié ma montre. 21 minutes en avance. Inattendu. J'ai pris une profonde inspiration. Posé le torchon que j'avais utilisé pour essuyer des plans déjà propres. Marché vers la porte. Daniel et Valeria étaient sur mon porche. Ils tenaient une bouteille de vin. Elle portait une robe couleur crème que je ne lui avais pas encore vue. Et tous deux arboraient des sourires identiques qui semblaient avoir été répétés devant leur miroir de salle de bain. « On sait qu'on est en avance », a dit Daniel, se balançant d'un pied sur l'autre comme un enfant surpris à manger un dessert en cachette. Valeria était prête et je me suis dit qu'on pourrait aider pour les derniers préparatifs. Je me suis écarté. « Entrez !» Valeria est entrée avec sa performance déjà en marche. « Arturo, la maison est absolument charmante. Vous vous êtes tellement donné du mal. » Elle m'a légèrement touché le bras en passant. Un geste d'affection qui sonnait calculé dans son apparente spontanéité. Ce n'est pas du mal. J'ai pris leurs manteaux, les ai accrochés dans le placard du couloir. Accepté le vin que Daniel me tendait. Étiquette chère. Probablement le choix de Valeria. Tu vois ? Le soulagement de Daniel était palpable. Je t'avais dit que ça se passerait bien. Nous sommes allés à la cuisine. J'ai sorti le poulet du four. Parfaitement doré. Timing impeccable, malgré leur arrivée en avance. Daniel a immédiatement commencé à se rendre utile, portant les plats de service vers la salle à manger, arrangeant les choses sur le buffet. Valeria s'est positionnée au comptoir. Elle a trouvé la corbeille à pain sans demander où elle était. A commencé à découper la miche que j'avais laissée sur la planche à découper. « Où tu veux le saladier ?» a crié Daniel depuis la salle à manger. « Côté gauche de la table, près du haut bout. » Compris. Valeria a ouvert un tiroir, sorti des cuillères de service. Troisième tiroir. Je m'en souviens de mes autres visites. Les mots étaient posés délibérément. Elle voulait que je sache qu'elle avait tout catalogué, qu'elle avait mémorisé la disposition, qu'elle avait étudié cette maison qu'elle prétendait revendiquer. Nos regards se sont croisés brièvement, et sous la performance de belle fille dévouée, j'ai vu de la satisfaction. Elle pensait qu'elle gagnait. Le téléphone de Daniel a vibré. Il l'a sorti de sa poche, a grimacé à l'écran. « Le boulot, c'est sérieux ?» Il a regardé Valeria, désolé. Puis moi. 2 minutes, je te promets. Il est sorti sur la terrasse de derrière, fermant la porte. À travers la fenêtre, je le voyais arpenter le jardin en gesticulant d'une main. La cuisine s'est sentie plus petite soudain. Juste Valeria et moi, avec le comptoir entre nous. Son sourire a disparu. La transformation a été instantanée, comme voir glisser un masque pour révéler le visage dessous. Son expression est devenue froide, calculatrice, prédatrice. « Vous comprenez votre erreur maintenant, vieux ?» Sa voix s'est réduite à un sifflement, suffisamment bas pour que Daniel n'entende pas à travers la porte fermée. Daniel est complètement de mon côté.
Il fait ce que je lui dis. Vous avez joué à vos petits jeux, changé votre testament, parlé à des avocats, construit vos petits murs légaux. Mais vous avez déjà perdu. J'ai gardé la main ferme sur le comptoir. J'ai soutenu son regard sans ciller. Après le mariage, cette maison, votre argent, tout ce que vous essayez de protéger, c'est juste une question de temps. Elle s'est rapprochée, penchée sur le comptoir, envahissant l'espace. Daniel vous convaincra, ou j'attendrai que vous mouriez. Dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que vous avez? 62 ans. Combien d'années vous reste-t-il vraiment? Assez, ai-je dit doucement. Elle a ri, léger, moqueur. Regardez-vous, seul dans cette grande maison, vous accrochant à vos meubles et à votre orgueil, comme si c'était tout ce qu'il vous reste. Parce que c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas su garder votre femme, vous perdez votre fils. Vous n'êtes qu'un vieux triste qui n'a pas su retenir sa famille. Et vous croyez que quelques papiers vont m'arrêter? Vous vous trompez sur une chose. Sur laquelle? Son sourire était tranchant, confiant. Je ne joue pas. Ses yeux se sont plissés. Vous croyez être dur? Vous croyez que vos petits tours légaux comptent? Je planifie ça depuis avant que Daniel me demande en mariage. Chaque mouvement calculé, chaque mot choisi. Vous ne vous battez pas contre moi, vieux. Vous vous battez contre quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et exactement comment l'obtenir. La sonnette a retenti. L'expression de Valéria a vacillé. Juste une fraction de seconde. Les deux visages étaient visibles simultanément. La prédatrice prise en flagrant délit, et l'actrice s'efforçant de rassembler son masque. Elle s'est redressée, a lissé sa robe de quelques gestes rapides et précis. Sa respiration a changé. Les épaules se sont relâchées. Le sourire est revenu sur son visage comme si elle avait appuyé sur un bouton. Je me suis éloigné d'elle. J'ai traversé la salle à manger où Daniel avait disposé les plats en rangées ordonnées. La table avait belle allure, tout bien positionné, verres à vin brillant sous la lumière du chandelier, vers le couloir d'entrée où nos manteaux étaient accrochés au porte-manteau. Derrière moi, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. La voix de Daniel, joyeuse et inconsciente. « Désolé pour ça. Crise de boulot évitée. J'ai manqué quelque chose? Juste moi qui disais à ton père combien ce soir compte pour nous. » La voix de Valéria était miel et chaleur, toute trace de venin effacée. Le basculement avait été complet, instantané, rodé à la perfection. Ses parents devraient arriver d'un moment à l'autre, a dit Daniel en apparaissant à mes côtés alors que j'approchais de la porte d'entrée. Son visage était plein d'espoir et d'anxiété. Il souhaitait désespérément que cette soirée referme des plaies qu'il ne pouvait pas voir complètement. « Ils vont vraiment te plaire, papa. Ce sont de bonnes personnes avec les pieds sur terre. Pas élégants ni prétentieux. » J'ai saisi la poignée de la porte. Je me suis arrêté, la main sur le métal froid. Quelque chose avait du poids dans ce moment. Quelque chose d'important d'une façon que je ne pouvais pas formuler. La maison était chaude derrière moi. Dîner prêt. Vin qui respirait. Mon fils assez proche pour que j'entende sa respiration. Valéria quelque part au seuil de la cuisine, portant son visage de scène, convaincue qu'elle avait déjà gagné. Et de l'autre côté de cette porte, deux personnes que je n'avais jamais rencontrées, censées d'une façon ou d'une autre donner du sens à cette situation impossible. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, non par peur ou anxiété, mais par un instinct que je ne savais pas nommer. Comme se tenir devant un bâtiment avant d'y entrer, sentant que quelque chose n'allait pas dans la structure, dans la répartition du poids, dans la façon dont la fumée circule à travers des espaces invisibles. 30 ans à intervenir dans des incendies m'avaient appris à faire confiance à ses instincts. J'ai tourné la poignée, j'ai ouvert la porte, et tout ce que je croyais savoir a commencé à s'effondrer. Un couple se trouvait sur mon porche. La soixantaine peut-être. L'homme portait une chemise boutonnée repassée, la femme une simple robe bleu marine. Tous deux ont souri en guise de salut. « Vous devez être... » ai-je commencé. Le visage de l'homme a changé. Son sourire s'est figé, puis a disparu. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Pas un regard anodin, mais un regard intense, scrutant mes traits comme s'il cherchait à résoudre une énigme qui venait soudain d'apparaître devant lui. Il a tendu la main, a saisi le bras de sa femme. « Attends, Diana,
Regarde son visage. Regarde-le bien. La femme m'a prêté toute son attention. Son expression est passée de polie à désorientée, puis à autre chose. Elle a porté la main à sa bouche. Ce visage, a-t-elle murmuré. Je connais ce visage. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés, ai-je dit. Mais si. L'homme, Thomas, s'est rapproché, m'examinant d'un angle puis d'un autre. Sa voix tremblait. Il y a 25 ans, vous avez sauvé la vie de notre fille. Daniel a apparu derrière moi. Quoi? Papa? De quoi il parle? Thomas ne regardait pas Daniel. Ses yeux restaient fixés sur les miens. Notre maison a pris feu. Septembre 2000. On est sorti, mais Valéria s'est cachée. Elle n'avait que 7 ans. Terrifiée, cachée dans un placard à l'étage. Tout s'est ralenti. Vous êtes entré alors que d'autres pompiers disaient que c'était trop dangereux. La voix de Diana s'est brisée. Des larmes coulaient sur son visage. Vous l'avez sortie. Elle était inconsciente à cause de la fumée. Mais vous l'avez sauvée. On a vu votre visage ce jour-là, a continué Thomas, couvert de suie, épuisé. Mais vous teniez notre petite fille dans les bras. On ne l'oubliera jamais. Le bâtiment s'est partiellement effondré juste après que vous êtes sorti. Vous auriez pu mourir en sauvant notre fille. Mon esprit remontait en arrière. Septembre 2000, 25 ans plus tôt. Incendie dans une maison dans le quartier Est. La famille avait réussi à sortir, mais le dispatching signalait qu'une fillette était encore à l'intérieur. Structure instable. Le capitaine avait ordonné d'attendre des renforts, mais il n'y avait pas le temps. J'étais entré quand même. Je l'avais trouvée dans le placard d'une chambre, inconsciente. Je l'avais sortie quelques secondes avant qu'une partie du plafond ne s'effondre. Valéria, ai-je dit lentement. Votre fille Valéria est notre Valéria. Diana a saisi mes mains, les a serrées fermement, comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réel. La petite fille que vous avez sauvée a des cicatrices dans le dos et sur les bras de cet incendie. Vous lui avez donné un avenir. Vous nous avez rendu notre fille. Mouvement depuis le seuil de la cuisine. Valéria est apparue, attirée par les voix, avec encore ce faux sourire. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle a entendu les mots de Diana. Le pompier qui a sauvé notre fille il y a 25 ans. Valéria s'est immobilisée, son sourire s'est brisé. L'incendie? Sa voix était à peine audible. Je me souviens de bras forts. Quelqu'un qui me portait. Elle m'a regardé. Elle a vraiment regardé mon visage. Ses yeux se sont écarquillés. Le visage du pompier à travers la fumée. Sa voix s'est brisée. C'était vous. Alors ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée à genoux sur le plancher de mon salon, les mains couvrant son visage. Un son est sorti de sa gorge. Quelque chose entre le sanglot et le hoquet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas. Pardon? Je ne savais pas. Tout son corps tremblait. La pièce était figée. Thomas et Diana tenant toujours mes bras, des larmes sur les deux visages. Daniel debout près de la salle à manger, bouche bée, sans mots. Valéria à terre, sanglotant dans ses mains, les épaules secouées. Et moi au centre, essayant de traiter ce qui se passait. Cette femme cruelle et hautaine qui m'avait insulté, manipulé mon fils, tenté de voler ma maison, traité mon visage d'effrayant, moqué mon âge et ma solitude, elle était la fillette de 7 ans que j'avais sortie d'un bâtiment en flammes 25 ans plus tôt. La gamine dont je m'étais souvenu du poids inconscient dans les bras, que j'avais remise aux paramédics avant de m'effondrer moi-même par inhalation de fumée. « Papa !» La voix de Daniel semblait lointaine. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais pompier? Tu n'as jamais mentionné? » « C'était mon travail, m'a-t-il semblé entendre dire. J'ai fait mon travail. Il a fait bien plus que son travail. La voix de Thomas était chargée d'émotion. Il a risqué sa vie. Ça fait 25 ans qu'on porte une gratitude sans moyen de l'exprimer. Et maintenant, on le retrouve ainsi. La vie a d'étranges détours. Diana pleurait plus fort. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé chacun d'eux. Valéria, brisée et honnête, peut-être pour la première fois. Daniel, déconcerté mais présent. Thomas et Diana, reconnaissants
et en deuil simultanément. Maintenant, ai-je dit, on s'assoit. Je les ai guidés vers la salle à manger. Thomas et Diana se sont déplacés en premier, toujours enlacés, prenant place d'un côté de la table. Daniel a aidé Valeria à se relever. Elle tremblait, instable, et il la guidait vers une chaise en face de ses parents. Elle s'est assise, mais n'a pas levé les yeux, bras entourant son propre corps, comme pour retenir ses morceaux ensemble. Je suis resté debout jusqu'à ce que tout le monde soit assis. Puis j'ai pris ma place en bout de table. Le repas que j'avais préparé refroidissait sur le buffet, oublié. Aucun de nous ne pensait plus à manger. Racontez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, ai-je dit à Thomas. Il a commencé lentement. Septembre 2000. L'alarme à fumer nous a réveillés à 2 heures du matin. Au moment où on s'est levé, les flammes consumaient déjà le rez-de-chaussée. Incendie électrique, câblage défectueux dans les murs. Ses mains bougeaient pendant qu'il parlait, montrant la configuration de son ancienne maison, la hauteur des flammes. On est sorti par la porte de derrière. On a atteint la pelouse. C'est là qu'on a réalisé que Valeria n'était pas avec nous. La voix de Diana s'est brisée en continuant. Elle dormait dans sa chambre à l'étage. Quand l'alarme a retenti, elle a paniqué. Au lieu de venir vers nous, elle s'est cachée. C'est ce que font les enfants de 7 ans quand ils ont peur. Ils se cachent. Les pompiers sont arrivés vite, a dit Thomas. 6 minutes peut-être. Mais la structure était déjà instable. Le capitaine organisait l'intervention. On continuait à crier que notre fille était à l'intérieur, là-haut. Mais il disait qu'il fallait attendre des renforts, que le bâtiment pouvait s'effondrer. Je m'en souvenais. Station 12, quartier Est. Appel à 2 heures du matin. Le capitaine Morales avait été prudent. Il suivait le manuel. Pompier, intelligent. Alors, un pompier est simplement entré. La voix de Thomas a tremblé. Le capitaine lui criait de ne pas y aller, disait que la structure était compromise, mais il y est allé quand même. Vous y êtes allé quand même. Le souvenir a afflué, net et précis, après 25 ans enfouis. J'avais 7 ans de service dans le corps de pompiers de la ville alors. Assez jeune pour me croire invincible, assez expérimenté pour savoir que je n'aurais pas dû. Mais il y avait une fillette dans ce bâtiment. Il a disparu dans la fumée, a dit Diana, des larmes coulant sur son visage. On a attendu. Ça nous a semblé des heures, mais c'était probablement 3 minutes. Puis il est sorti en toussant, couvert de suie. Il portait Valeria. Elle ne bougeait pas. Je me souvenais du poids, 7 ans, inconsciente, molle dans mes bras. La poutre qui était tombée derrière moi, alors que je descendais l'escalier, me manquant d'environ 60 centimètres. La tête du capitaine quand j'étais sorti, la fureur et le soulagement se battant pour dominer. Les paramédics l'ont prise en charge là même sur la pelouse, a continué Thomas. Vous êtes resté jusqu'à ce qu'ils s'assurent qu'elle respirait correctement. Elle avait des brûlures sur les bras et le visage. Il a indiqué mes avant-bras et j'ai réalisé qu'on pouvait voir les cicatrices là, pâlies mais permanentes. Mais vous n'avez pas voulu partir avant de savoir qu'elle s'en sortirait. Le capitaine était furieux contre vous. Mais vous avez juste dit « Elle a 7 ans, je n'allais pas attendre ». Valeria a émis un son, moitié sanglot, moitié hoquet. Sa main est allée inconsciemment vers son omoplate, touchant à travers sa blouse l'endroit où elle savait que les cicatrices se trouvaient. On a déménagé dans une ville du Nord 3 semaines après, a dit Thomas. Valeria a été hospitalisée 2 semaines, puis en convalescence. La maison était détruite. L'assurance a payé. Mais on ne pouvait pas rester dans ce quartier. Trop de souvenirs, trop de traumatismes. On a essayé de vous retrouver avant de partir, mais tout était le chaos. On ne savait même pas votre nom, juste que vous étiez le pompier qui avait sauvé notre fille. J'ai regardé Valeria. Elle était recroquevillée, le visage caché, les épaules secouées. Valeria. Elle a levé la tête lentement. Son visage était dévasté, le maquillage coulé, les yeux gonflés, l'expression à vif. « Dis-moi, ai-je dit, pourquoi es-tu devenue cette personne ?» Sa voix est sortie brisée, à peine audible. J'ai passé 25 ans à faire semblant que cet incendie ne me définissait pas. Je couvrais les cicatrices avec du maquillage et des vêtements. Je n'en parlais jamais. J'ai construit cette personnalité, quelqu'un de fort et en contrôle,
quelqu'un qui ne pouvait pas être blessé. Mais c'était faux, a dit Diana doucement. Tout était faux. Les mains de Valeria se tordaient dans son giron. J'avais peur que les gens me voient comme abîmé. Alors je me suis rendu intouchable, supérieur, meilleur que tout le monde. Si c'était moi qui regardais les autres de haut, ils ne pourraient pas me regarder de haut en premier. Et ce faisant, je suis devenu... Sa voix s'est brisée. Je suis devenu cruel. Les mots sont sortis comme une confession. Je suis devenu exactement le genre de personne qui ne devrait pas exister dans ce monde. Le genre de personne qui aurait dû être reconnaissante de ne pas être dans ma vie pendant ma convalescence. Daniel a parlé pour la première fois depuis qu'on s'était assis. « Valéria, pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça ?» Elle l'a regardé, de nouvelles larmes jaillissant. « Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un de brisé. Mais j'aurais compris. Je ne voulais pas être comprise. » Sa voix s'est brisée. Je voulais être vue comme forte, parfaite, quelqu'un qui avait tout sous contrôle. Et regarde ce que ça m'a fait devenir. Regarde ce que j'ai fait à ton père. Le silence était lourd. Je me suis levé. Tous les regards m'ont suivi. Je suis entré dans cet incendie pour sauver une fillette qui méritait une chance de vivre. Ma voix était ferme et claire. Une fillette qui était innocente et apeurée et avait besoin d'aide. Je suis déçu que cette fillette ait grandi pour devenir quelqu'un qui traiterait les autres avec cruauté et mépris. Quelqu'un qui chercherait à prendre ce qui ne lui appartient pas, qui manipulerait, insulterait, se moquerait. Les épaules de Valeria ont tremblé plus fort. Diana a tendu la main par-dessus la table, sans atteindre sa fille. Mais, ai-je continué, je vois un remords genuin maintenant. Pas de la mise en scène, une compréhension réelle de ce que tu as fait. Alors je te pardonne, Valeria. Sa tête s'est brusquement redressée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Cependant, ai-je dit, et mon ton s'est raffermi, le pardon n'est pas la même chose que la confiance. Le respect ne se donne pas automatiquement simplement parce que nous partageons une histoire, il se gagne. Si tu veux faire partie de cette famille, tu devras le démontrer par des actes, pas des paroles, que tu as changé. Que la personne que tu étais à 7 ans, celle qui méritait d'être sauvée, est quelqu'un en qui tu es prête à redevenir. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Valeria m'a regardé fixement, puis a hoché la tête lentement, incapable de parler à travers ses larmes. Je me suis rassis. Le dîner que j'avais préparé resterait sans être mangé ce soir, mais quelque chose de plus important que la nourriture avait été servi. La reconnaissance, la possibilité d'une transformation. Daniel a cherché la main de Valeria. Elle l'a saisie comme une bouée de sauvetage. Thomas m'a regardé avec quelque chose ressemblant à la révérence. 25 ans, a-t-il dit doucement. 25 ans qu'on portait une gratitude sans forme pour l'exprimer. Et maintenant, on vous retrouve ainsi. La vie a d'étranges détours, ai-je répondu. Diana s'est essuyé les yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé chacun d'eux. Valeria, brisée et honnête, peut-être pour la première fois. Daniel, déconcerté mais présent. Thomas et Diana, reconnaissants et en deuil simultanément. Maintenant, ai-je dit, on voit si les paroles se transforment en actes, si le remords se transforme en changement, si la compréhension se transforme en croissance. Valeria a de nouveau hoché la tête, pleurant encore. Je vous le prouverai. Je vous promets que je vous le prouverai. Alors prouve-le. J'ai dit simplement. Pas de main, pas dans un grand geste. Dans les petits choix que tu feras chaque jour à partir de maintenant. La soirée s'est allongée. On a davantage parlé de l'incendie, de ma carrière, des années qui s'étaient écoulées entre-temps. Finalement, Thomas et Diana sont partis, me serrant dans leurs bras sur le pas de la porte, avec une gratitude qui se sentait presque douloureuse dans son intensité. Daniel et Valeria les ont suivis peu après. Sur le pas de la porte, Valeria s'est arrêtée. « Merci », a-t-elle chuchoté. « Pour m'avoir sauvé alors, et pour me donner une chance maintenant. » J'ai acquiescé. Je n'ai pas offert de faux réconfort ni de réconciliation prématurée, juste une reconnaissance. Après leur départ, je me suis retrouvé dans ma maison silencieuse, entouré du dîner qui n'avait jamais eu lieu. Et je me suis demandé ce qui viendrait après. Je m'étais préparé à la guerre, construit des fortifications légales, armé contre la manipulation.
À la place, le destin était intervenu et avait accompli ce qu'aucune stratégie n'aurait pu réaliser. Il avait révélé la vérité. Et maintenant, nous allions tous devoir vivre avec. La première fois que Valeria a demandé à me rendre visite, 2 semaines après ce dîner, j'ai failli décliner. « J'aimerais qu'on parle », a-t-elle dit par téléphone. Sa voix était différente, plus petite, prudente. « Juste quelques minutes. J'apporterai du café. Juste si vous êtes disposé. » J'ai accepté, par curiosité peut-être, ou par le désir de voir si son remords avait la capacité de durer. Elle est arrivée en milieu de matinée avec 2 cafés et cette sorte d'énergie nerveuse qui vient de l'anxiété genuina. À la place de la mise en scène, nous nous sommes assis sur mon porche de devant. Je ne l'ai pas invitée à entrer, et elle n'a pas présumé de le demander. « J'ai commencé à voir quelqu'un », a-t-elle dit, les mains autour de sa tasse. Une thérapeute spécialisée dans le trauma et les comportements compensatoires. J'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue la personne que j'étais. C'est un bon premier pas. Je sais que ça n'efface pas ce que j'ai dit ou fait, mais je veux que vous sachiez que je suis sincère dans ma volonté de changer. Elle m'a regardé directement. Puis-je vous poser des questions sur votre carrière de pompier ? Daniel dit que vous n'en parliez jamais. C'était mon travail pendant 30 ans. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Vous avez sauvé beaucoup de gens en plus de moi, n'est-ce pas ? Certains, pas tous. On ne peut pas tout sauver. Elle est restée silencieuse un moment. Mais vous avez essayé. C'est ce qui compte. On a parlé 21 minutes. Elle a posé des questions qui semblaient genuines. Écouter sans essayer d'orienter la conversation vers elle-même. Quand elle est partie, elle m'a remercié de mon temps et n'a pas insisté pour une autre visite. Mais elle est revenue la semaine suivante et la semaine d'après. De petites visites, des conversations prudentes. Je cherchais la manipulation, les signes que l'ancienne Valeria refaisait surface. Je ne les ai pas vus. À la place, j'ai vu quelqu'un luttant pour se reconstruire. Le mariage est arrivé début août. Pas l'événement fastueux que Valeria avait initialement exigé. Daniel m'a appelé pour me donner les détails. Un petit jardin, 30 invités, cérémonie simple. Valeria a insisté pour quelque chose d'intimiste. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit pour nous, pas pour impressionner qui que ce soit. J'ai assisté. 3e rang. Pas au 1er rang, mais présent. J'ai regardé Daniel et Valeria échanger leurs vœux. Elle tremblait. Je pouvais le voir de ma place, mais sa voix était ferme. Thomas et Diana ont pleuré pendant toute la cérémonie. La réception a duré 2 heures. Elle s'est sentie genuina plutôt que jouée. 1 semaine plus tard, Daniel a appelé avec des nouvelles. On a signé un bail pour un appartement de 2 chambres dans un quartier central. Date d'emménagement le 1er septembre. C'est bien, j'ai dit. Construire votre propre espace. Oui, en fait, c'est Valeria qui a insisté. Elle a dit qu'on avait besoin de commencer notre mariage dans notre propre endroit. Il a marqué une pause. Pas dans ta maison, dans notre maison. Elle y a été claire. Un soulagement mêlé de satisfaction. La limite que j'avais défendue avait été respectée. Non parce que je l'avais imposée, mais parce qu'ils avaient choisi de l'honorer. La lettre est arrivée à la mi-août. 3 pages, écrites à la main d'une écriture soignée. Cher Arturo, elle commençait. Je ne peux pas retirer ce que j'ai dit en vous traitant d'effrayant quand vous avez ouvert la porte. Je ne peux pas défaire m'être moqué de vos meubles, de votre quartier, de votre vie. Je ne peux pas effacer avoir essayé de vous manipuler pour que vous renonciez à ce que vous aviez mérité. Je peux seulement dire que j'ai honte de qui j'étais et que je suis reconnaissante que vous me donniez l'opportunité de devenir quelqu'un de meilleur. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois, une fois du feu et une fois de moi-même, quand vous avez refusé de me laisser continuer à être cruel sans conséquence. Merci pour les 2. La lettre continuait à s'excuser spécifiquement pour chaque offense, à exprimer sa gratitude pour chaque limite que j'avais maintenue, à reconnaître que le changement prendrait du temps et des efforts constants. Je me suis assis à mon bureau avec cette lettre, pesant ma réponse. J'ai finalement répondu, plus court, plus simple. Je reconnais tes efforts. Continue à travailler. Le respect se gagne par l'action soutenue. Je suis prête à voir où ça nous mène. Je l'ai envoyé par courrier le lendemain. La fin août a apporté des après-midi chauds et cette sorte de paix qui arrive après le passage des tempêtes.
Je me suis assis sur mon porche de devant, regardant le quartier s'installer dans le crépuscule. Ma maison se dressait solide derrière moi, inchangée, toujours mienne, en sécurité. Les documents légaux que j'avais préparés étaient rangés dans le tiroir de mon bureau, nécessaires en leur temps, mais plus des armes que j'avais besoin de brandir. Mon téléphone a sonné, le nom de Daniel à l'écran. « Salut, papa !» Sa voix était détendue, naturelle, sans tension, sans ordre du jour caché. Valéria et moi pensions essayer ce nouveau restaurant italien au centre-ville ce week-end. « Tu veux te joindre à nous ? Samedi, ça te convient ? Parfait, juste le dîner. Rien de formel. On veut juste te voir. J'aimerais beaucoup. J'y serai. » Après avoir raccroché, je me suis assis dans le silence. Regardant le soleil terminer son coucher, je pensais au complot de vengeance et aux stratégies légales, aux murs soigneusement construits pour protéger ce qui était mien. Tous nécessaires en leur temps, tous rendus inutiles, non par mes stratégies, mais par l'intervention de la vérité. Je m'étais préparé à la guerre, construit des fortifications, armé de documents et de limites et de détermination, prêt à me battre contre quelqu'un qui cherchait à prendre ce que j'avais gagné. À la place, j'avais découvert que l'ennemi était quelqu'un que j'avais sauvé, quelqu'un dont la cruauté avait été une compensation pour des blessures que j'avais contribué à créer en la secourant de cet incendie, la laissant avec des cicatrices et un traumatisme. L'ironie était profonde. Mon héroïsme avait indirectement créé mon antagoniste, mais confronter cette vérité avait tout transformé. L'armure de Valéria s'était brisée en se retrouvant face à qui j'étais. Ses défenses n'avaient pas pu survivre au poids de la compréhension. Et en se brisant, elle avait trouvé l'opportunité de se reconstruire correctement. Ma victoire n'avait pas consisté à la punir. Elle avait consisté à maintenir ma dignité, à tenir mes limites et à laisser de l'espace pour une transformation genuina. J'avais gagné en refusant de bouger de mes principes, en protégeant ce qui était mien sans devenir cruel à mon tour. La vraie bataille ne concernait pas la propriété, les testaments, les documents légaux. Elle concernait le respect, la vérité et la possibilité de rédemption. L'air du soir s'est rafraîchi. Les réverbères ont clignoté et se sont allumés. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. Les sons ordinaires d'une soirée ordinaire dans un quartier ordinaire. Mon quartier, mon foyer, ma paix. J'avais sauvé une fillette de 7 ans d'un bâtiment en flammes 25 ans plus tôt, sans savoir qu'elle grandirait pour devenir quelqu'un qui menacerait tout ce que je chérissais. Mais je lui avais aussi donné une seconde chance de devenir quelqu'un qui méritait d'être sauvé à nouveau. Parfois la vengeance est inutile. Parfois la vérité fait le travail à votre place. Et parfois la plus grande victoire est simplement de tenir bon jusqu'à ce que la tempête passe et que la paix revienne. Je me suis levé, me suis étiré, suis entré dans ma maison. Demain, je prendrai le café avec Luis, celui d'en face. Samedi, je dînerai avec mon fils et ma belle-fille. La semaine prochaine, je soignerai mon jardin. Je travaillerai dans mon garage. Je vivrai ma vie. La guerre était terminée. Non parce que j'avais détruit mon ennemi, mais parce que la vérité l'avait transformé. Et j'avais tenu bon assez longtemps pour le voir se produire. C'était suffisant. C'était la victoire. C'était la justice. J'ai fermé la porte derrière moi, mis le verrou, et j'ai souri. Ma maison, ma paix, ma vie, tout restait mien.